Bonjour, bienvenue à cette vidéo qui traite du système digestif, donc toujours répertorié dans l'application ici. Donc, vous avez toujours l'image du guide CEMEC. Donc, aujourd'hui, le chapitre 4 qui traite du système digestif. Donc, n'oubliez pas, je vous rappelle qu'on a toujours les composantes en début du système, composantes qui sont à titre indicatif. Donc, c'est juste à connaître un petit peu les composés de quoi. Donc, ça peut toujours être intéressant. Mais je vous rappelle qu'une attention importante doit être portée sur les maladies, les manifestations, donc, ou appeler des fois les signes et symptômes, mais aussi les soins. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire et comment aider la personne dans telle ou telle situation. Fait que, donc, ici, vous avez la page dans le guide CEMEC qui sera à la page 127. Donc, je vais vous présenter le diaporama que voici. Donc, système digestif. Petite parenthèse, je vous rappelle que le système digestif est vraiment tout ce qui part de l'entrée de la nourriture jusqu'à la sortie avec les selles. Donc, tout ça, ce sont différentes composantes qui vont venir jouer de près ou de loin dans le système digestif. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Certains éléments, d'ailleurs, qu'on va revoir peut-être dans d'autres systèmes, comme par exemple le pancréas est une glande ici qui joue un rôle dans le système digestif, mais qu'on va revoir dans le système endocrinien. Donc, fait que ça part d'en haut, comme on voit les dents, l'œsophage, l'estomac, juste ici. Ici, la grosse partie rouge, c'est le foie. On verra aussi ensuite le petit intestin, celui tout serpenté, et la dernière partie, le gros intestin qui est ici. Donc, lorsqu'on part d'en haut, le tube, on parle d'un tube l'œsophage environ de 25 à 30 cm, là, ça dépend un petit peu. C'est vraiment la porte d'entrée de votre système, la nourriture par laquelle elle va passer. Je vous dirais que la partie du haut, en passant, c'est une des seules parties qui comporte autant le volet digestif, mais aussi le volet respiratoire. Fait que ici, où ce que mon petit point, je vous donne une petite parenthèse, c'est vraiment à l'endroit qui va avoir un clapet qui va faire que l'air s'en va de son bord et la nourriture de l'autre, qu'on appelle l'épiglotte. Donc, elle fait vraiment la coupeur. Par exemple, c'est normal que de l'air des voies respiratoires qui sont au devant, c'est normal que de l'air aille dans l'estomac, mais c'est pas normal, on ne faut pas qu'il y ait de la nourriture dans les poumons. Le meilleur exemple qui me vient en tête, lorsqu'on a de l'air dans l'estomac, c'est très simple, les rotes ou les éructations, c'est une partie. Fait que vous avez de ce côté-là. Fait qu'on a l'œsophage, qui est un tube d'à peu près 25 cm, et en bas, ici, on a des sphincters, c'est des portes, des clapets, tout simplement, qui s'assurent qu'il n'y a pas de nourriture qui va sortir pour remonter. D'ailleurs, on verra un petit peu plus tard, si on vous parle de reflux gastrique, des fois, c'est un problème au niveau de ces fameux petits clapets-là, des sphincters aussi. Fait que vous en avez ici à la base. Ensuite, l'estomac, une grosse poche. L'estomac, originalement, on nous dit que c'est une partie de l'intestin, le tube, qui a fait comme une poche, un appendice, mettons, qui c'est l'endroit où la réserve de nourriture. On dit que ça peut contenir à peu près jusqu'à 4 litres de nourriture, de composantes, et c'est une place qui va brasser, qui va vraiment défaire la nourriture. Et c'est ce qu'on nous dit, ça va brasser avec des sucs gastriques qui ont pour but justement d'aller détruire, d'aller vraiment défaire les éléments qu'on a de besoin. Fait que on a ici. Ensuite, on va avoir le foie. Le foie, qui est un organe très important. Je pense que ça le dit ici, c'est la plus grande, c'est la glande, la plus grosse du corps, parce que le foie est une glande. Il intervient vraiment dans la digestion. Le foie ce qu'il va faire, il va aller dissoudre au niveau des gras. Il va produire une hormone. Il y a un rôle aussi, il va aller en certaines vitamines. On sait qu'il travaille beaucoup avec le sang. Il joue un rôle avec le sucre et il va filtrer le sang, justement. Fait que d'ailleurs, lorsqu'on prend des médicaments, mais c'est le foie qui doit les éliminer. Mais ici, dans le cas ici, on va vraiment parler de la filtration. Ici, regardez, ici, la petite partie verte, c'est la fameuse vésicule biliaire. La vésicule biliaire, qu'on sait très bien, qui peut nous donner
beaucoup de problèmes. Hein. S'il y en a qui ont fait des pierres au foie qu'on appelle, ben c'est une problématique à la vésicule biliaire que les gens ont eu. Ensuite, on parle, le foie, en gros, un organe annexe. Le foie a un rôle dans l'immunité au niveau de la coagulation de la bile. La vésicule biliaire, située ça, c'est vraiment des informations. La bile, en passant, ici en résumé, la bile, elle va colorer les selles. C'est ça qui va nous donner la couleur brunâtre. C'est dû à la bile. Et souvent, c'est un symptôme quand les gens vont avoir des selles, plus pâles. On sait qu'il y a une problématique au niveau de la bile. Mais tu sais, ici, c'est de l'information de façon générale. Ce que vous avez à la page 123 de votre guide CEMEC, comme on l'indique ici, c'est vraiment toute la description des glandes, comme je parlais, de l'entrée à la sortie. Donc, du numéro 1 à 9. OK? Ensuite vient le pancréas. Le pancréas étant une belle glande ici, qui est située comme ici sur le côté. On pense beaucoup à pancréas égale gestion du sucre. Hein? Pancréas est souvent relié avec le diabète. Le pancréas a 2 fonctions en passant. Il y a la première fonction qui, lui, va libérer une hormone dans le sang, l'insuline, pour aller justement diminuer le sucre à l'intérieur. Donc, il va se servir de ça pour dire « faut que tu sortes du sucre, on n'a pas de besoin de tant que ça ». Mais il va aussi produire le glucagon. Le glucagon étant une substance qui fait que lorsque notre corps, en passant, a toujours besoin de sucre, c'est notre carburant, c'est notre énergie, c'est ce qui nous fait marcher nos cellules. Ben, le matin, par exemple, lorsque vous vous levez à jeun, pour être capable de vous lever puis d'aller aux toilettes ou de vous faire vos toasts, ça prend du sucre. Hein? Donc, c'est sûr et certain que notre corps, étant donné qu'on est à jeun, il va en produire. C'est ça qu'on appelle du glucagon. C'est une forme de glycémie naturelle. Mais là, c'est sûr qu'on peut pas carburer là-dessus. Là. On peut pas se dire, OK, je me suis réveillé, c'est parfait. Puis je déjeune pas, je dîne pas, à un moment donné, votre corps, il va envoyer des signes, puis vous risquez de tomber. Là. Il peut pas carburer à ça en tout temps. Là. OK? Fait que, non, c'est pour ça. C'est sûr certain que lorsque des tumeurs, il y a différentes atteintes possibles. Là. Ici, on marque une tumeur, mais ça pourrait être différentes problématiques quelconques qui amèneraient des problèmes au pancréas. L'intestin grêle, ou appelé communément le petit intestin, c'est vraiment la première partie qui vient, comme on le voit ici, ce qui se connecte après l'estomac. C'est pour ça, comme vous remarquez à l'image ici, comment c'est figuré, on dirait vraiment que c'est un bout du petit intestin qui a comme fait une poche, mettons. Donc, le petit intestin, il va favoriser beaucoup la digestion, mais surtout une grande absorption des nutriments. Tous les nutriments, l'eau, c'est vraiment lui qui va l'absorber. Mais aussi va sécréter du mucus pour justement au niveau des muqueuses pour l'élimination. Donc, petit intestin ou appelé intestin grêle. Et le côlon ou appelé le gros intestin, lui, c'est vraiment lui qui va aller finir l'absorption de l'eau. C'est lui aussi qui va aller former les selles comme on les connaît. Puis, c'est une partie en passant qui contient beaucoup de bactéries, hein, parce que justement, c'est des bonnes bactéries en passant pour justement l'élimination. Fait que on sait que ça rentre par ici et tranquillement, ça va venir finir l'absorption de l'eau pour se terminer à la sortie. Petite parenthèse, vous allez peut-être voir dans votre carrière des gens qui ont malheureusement des sacs de colostomie, des sacs collecteurs qui vont collecter les selles. Et selon l'endroit de l'installation du sac, c'est ce qui va souvent venir changer l'aspect des selles. C'est sûr que si on est dans une partie de la fin, c'est sûr que les selles vont être énormément similaires à la sortie. Mais si on est au début du côlon, on va avoir des selles qui vont être beaucoup plus liquides. Hein? Le côlon étant celui qui va venir finir l'absorption de l'eau. Et si vous posez la question, c'est quoi la petite partie ici? C'est la fameuse l'appendice qui, en passant, nous donne beaucoup plus de problèmes qu'elle peut nous apporter des choses. L'appendice étant celle qui va nous amener des appendicites. Une partie qui, supposément, et là, je vous dis ce que j'avais entendu, une partie de l'intestin qui servirait dans le passé, là, on parle dans les hommes des cavernes, lorsqu'il y avait une alimentation de crues ou ces choses-là. Mais l'efficacité exacte, j'en ai pas beaucoup d'informations. Là. C'est vraiment ce qu'on m'a dit, mais ce n'est plus du tout utilisé ici. Là, il y a eu une partie d'atrophie. Mais le danger, c'est qu'il s'accumule des selles là-dedans, puis ça fait de l'infection. Puis c'est ça qu'on appelle l'appendicite.
OK. Donc, pour les composantes. Il y a une petite partie à la page 124 de votre guide CEMEC. J'en ferai pas de grosse partie, là. On vous parle beaucoup au niveau de l'alimentation, hein. Système digestif, nourriture. C'est sûr certain qu'il y a un bon côté au niveau de l'alimentation. Vous pourriez peut-être aller regarder un petit peu plus, peut-être au niveau des groupes alimentaires. Vous pourriez faire des recherches. Là, je vais essayer, si je suis capable, de vous trouver aussi de la documentation à ce sujet-là. Mais ici, ce qu'on nous mentionne, on ressemble beaucoup avec ce que pourrait ressembler à une assiette. Donc, on parle de moitié de légumes, un quart de protéines et l'autre quart avec des aliments à grains et de boire beaucoup d'eau. Petite parenthèse, si vous avez suivi ça un petit peu, vous avez su peut-être que le guide alimentaire canadien a été changé avec les années précédentes, là. Fait que ça se peut que vous avez entendu parler. Donc, pour ça, c'est un petit volet alimentation, mais que vous pourrez peut-être aller faire un petit peu plus de recherche là-dessus. Je voulais parler un petit peu aussi de la malnutrition. On vous en parle à la page 127. On parle de la malnutrition. C'est souvent une problématique qu'on va retrouver beaucoup chez une clientèle âgée, hein. OK, une clientèle population vieillissante qu'on sait très bien. Et on sait que la clientèle âgée, c'est des gens peut-être qui sont moins portés. Par exemple, une personne vivant seule, elle sera peut-être pas portée à se faire un bon repas elle va peut-être grignoter, manger des fois du fast-food ou des choses comme ça. Fait que ici, on parle vraiment au niveau de la malnutrition. On voit les symptômes, une perte ou un gain de poids, une fonte musculaire. Donc, c'est vraiment les muscles qui vont se détruire, une fatigue, des gens avec moins de réflexes, une peau plus sèche, des cheveux secs qui manquent de brillance, des gencives enflées, puis même des signes de déshydratation. Puis pour vous donner, je suis allé chercher un petit peu plus loin dans le livre, qu'on verra un peu plus tard, quels sont les fameux signes de déshydratation. Déshydratation, on sait quand la personne manque d'eau, de l'hydratation, on sait qu'elle va avoir les lèvres sèches, il peut être des cernes autour des yeux, sensation de soif, hein, les gens ont soif, ils veulent boire de l'eau, diminution de la quantité d'urine, c'est sûr, hein, notre corps, on n'en rentre pas d'eau, ben lui, ils en sortiront pas, puis c'est une urine qui va être très foncée, très odorante, là. Moi, ça me fait penser beaucoup à l'urine du matin, là. Tu sais, une urine foncée qui a du torque, là. On va avoir des maux de tête, une grande fatigue, vertige, on peut avoir de l'agitation, même de la confusion, puis des altérations au niveau de la conscience. Moi, le visuel, comment je vois ça, c'est très simple. Vous savez, des fois, dans certains films, là, on voit que les gens sont pris dans le désert, ils voient des hallucinations, ils voient des mirages. Tu sais, c'est un petit peu comme ça que je l'imagine, là, pour pouvoir le revoir un peu plus simplement. On va avoir même aussi, au signe de mauvaise hydratation, des fois, il peut même avoir jusqu'à les lèvres séchées, puis on peut même dire qu'il peut même avoir un fendillement aux lèvres, tu sais, dans les commissures, là, sur les côtés là, de la bouche, parce que là, c'est tellement sec pour ça. Ensuite, on embarque dans quelques petites problématiques qui peuvent arriver dans le système digestif. Donc, ici, dans les altérations, des nausées, hein, le terme classique. Si je donne l'exemple entre nausée et vomissement, ben nausée, c'est que c'est des mal de cœur, puis vomissement, ben ça sort. On peut le voir comme ça. OK? On va avoir la perte de poids, donc les gens qui refusent de manger ou diminution de l'envie de manger. Il se peut que vous allez peut-être entendre certains termes qu'on appelle d'anorexie. Je ne veux pas mettre l'anorexie avec souvent la problématique en santé mentale, les jeunes filles qui touchent habituellement les jeunes filles qui refusent de manger. Mais ici, on parle d'une perte d'appétit, qui veulent pas manger. On va avoir des douleurs abdominales au ventre. Je prends par exemple l'idée rapide qui me vient, l'appendicite que je vous parlais. Du périosis, c'est les sensations de brûlure dans l'œsophage au niveau du cœur. Vous savez, les reflux, comme on pourrait les connaître. Et ben les vomissements, j'en ai parlé. Et, petite parenthèse, c'est sûr que c'est pas normal, mais si on parle de vomissement, vomir du sang, on va appeler ça de l'hématémèse. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une présentation subséquente. D'autres termes, la diarrhée. Hein? La diarrhée, en gros, c'est une élimination de sel qui est liquide, beaucoup plus liquide, qui est anormal en passant. Et souvent, peuvent s'accompagner de déshydratation parce que une diarrhée, souvent, c'est qu'il nous manque une élimination d'eau. On va avoir aussi des fois des salles noires vraiment comme ou goudronneuses, qui vont appeler ça des mélénas. Faites attention, petite parenthèse importante, certains aliments ou même certaines médications peuvent colorer les selles.
L'exemple rapide, c'est les gens qui prennent du fer. Là, je m'adresse des fois peut-être aux mamans qui ont déjà pris du sulfate ferreux enceinte ou des maternats. Des fois, les selles sont noirs comme du charbon, mais ça se peut que certains aliments ou certains médicaments peuvent venir colorer les selles. Mais on prend pas de chance, on avise immédiatement et vous pourrez avoir l'information. La diarrhée peut être accompagnée de douleurs, de ballonnements, de spasmes. On verra la maladie qui me revient le plus rapidement, c'est la fameuse gastro. Et peut amener, comme j'en ai déjà parlé, au niveau de la déshydratation. Et l'effet contraire qu'on peut voir, on appellerait de la constipation, où ce que la personne n'est pas capable d'éliminer ou de sortir les selles. Chez une personne âgée, la constipation peut amener justement à la formation de fécalome. Fécalome étant une accumulation de selles dans l'ampoule rectale, donc des selles dures. Puis, je vous le mentirai pas, que notre travail souvent en tant que AS, si vous travaillez à la maison, avec certains articles de loi puis certaines tâches dédiées, il se peut que oui, vous alliez avec le doigt retirer les selles. Donc, ça fait partie un peu, c'est une procédure qui se fait. Vous pourrez le voir plus tard dans une autre compétence, appelée médicaments et soins invasifs. On va avoir aussi un changement des fois de la coloration des selles ou des urines, des fois du fonctionnement du foie. Souvent, c'est comme ça qu'on va diagnostiquer une problématique. On peut appeler aussi de jaunissement ou de l'ictère. Les gens qui font des cirrhoses, par exemple, qui ont des problématiques au niveau du foie, de la filtration, vont avoir un teint jaunâtre. En passant, ceux qui ont eu des jeunes enfants, ça se peut très bien que le jeune enfant, au début de sa vie, ait fait une jaunisse. Dans le temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais souvent, des fois, on les met au soleil avec des petits trucs sur les yeux pour que le soleil active un peu le fonctionnement. Mais c'est un processus un petit peu normal parce que le foie commence et là, il est comme pas capable de fournir suite à ça. On peut avoir aussi certaines démangeaisons pruries qui peuvent nous amener à nous gratter. Fait que ça, on en a déjà parlé un petit peu. Puis souvent, des fois, un des effets, souvent, lorsque le foie n'illumine pas la bilirubine, ça peut amener ces démangeaisons-là. Ici, j'ai mis des petits termes intéressants. Mélena, j'en ai parlé du sang. Déshydratation, je vous en ai parlé tantôt, souvent provoquée par la diarrhée. Et fécalome, je viens aussi de vous en parler, des selles dures dans l'ampoule rectale. Dans la terminologie, ici, j'ai gardé les images pour un visuel. Donc, ça peut être intéressant. Le pyrosis, donc les brûlements d'estomac. L'ictère, on voit vraiment un teint jaune. Le mot rectoragie, recto qui veut dire rectum et ragie qui veut dire hémorragie, donc un saignement anormal au niveau rectal. Peut être dû à plein de choses. Rapide, ce qui vient en tête des fois des hémorroïdes, on pourrait en faire parler. L'acide, regardez la bédaine, là, ce n'est pas une femme enceinte. C'est vraiment une accumulation de liquide dans la paroi du ventre. Ce liquide-là, c'est parce que souvent les reins et le foie ne font pas le travail comme il faut, qui devrait être éliminé. On a de l'hématémèse, vomissement avec du sang. Pardon. Et méléna, qui est du sang dans les selles. Donc, ça peut être des images. Je vous rapporte un autre, une petite échelle, l'échelle de Bristol. L'échelle de Bristol qui parle de l'état des selles. Là, vous allez me dire, aïe, c'est donc bien bizarre. Faut-tu vraiment qu'on parle de comment a l'air notre caca? Eh bien, oui. L'échelle de Bristol est très importante sur qu'est-ce que ça va avoir l'air, nos selles, parce que ça nous donne beaucoup d'indications. Regardez les numéros 1 et 2. Ça nous indique la constipation. 3, 4, 5, donc une selle plus normale. Et 6 et 7, on parle d'une selle diarrhéique. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Mais quand vous allez travailler, quand vous allez être en stage, vous allez devoir mentionner à quoi ont l'air les selles lorsque le patient a fait une selle. Donc, vous allez avoir des registres de comptabilité pour ça. Donc, ça, c'est une réalité et on vous le dit peut-être d'aller en porter une attention. Fait qu'on va vous demander une selle normale, selle dure, selle liquide. Vous allez être important de le mentionner. Fait que l'échelle de Bristol que vous retrouvez aussi à la page 128 du guide de CEMEC. Donc, première maladie. Une maladie qu'on connaît, j'en suis sûr, tous un petit peu, la fameuse gastro-entérite. Je fais un petit rappel, moi j'en parle peut-être un peu plus dans infection et contamination. La gastro étant une maladie contagieuse qui s'attrape, ne pas vous étonner, de fécal à oral. Donc, ce qui veut dire que vous avez porté à votre bouche des éléments du rectum. Donc, vous avez mis
des selles probablement qui ont été en contact avec votre bouche. Fait que c'est la seule façon qu'on l'attrape. Et c'est pour ça qu'on nous dit comment l'attraper. Ben, c'est un mauvais lavage des mains ou des fois l'intoxication alimentaire qui peut nous amener ça aussi. Fait que c'est pour ça. La période, on dit habituellement éclosion autour de l'automne, l'hiver, mais c'est pas rare. C'est pas, ça peut être tout moment de l'année. Moi, l'exemple qui me vient aussi souvent dans les belle chaleur. Si vous écoutez des fois, moi, l'exemple, la plage d'Oka, ça arrive souvent qu'ils vont la fermer pour des coliformes fécaux ou du E. coli ou ces choses-là. Mais ça pourrait être un cas, mettons, de gastro qui pourrait se développer si vous avez pris une tasse d'eau, mettons. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une inflammation de la muqueuse du subdigestif, principalement d'un virus que vous avez attrapé. Et ce qu'on ça nous amène, et là, c'est les classiques, hein, de la nausée, on a envie de vomir, on vomit, de la diarrhée dans la toilette, des crampes, du ventre, de la difficulté, faire un peu de fièvre, on est fatigué, plus d'énergie, et on même déshydraté parce que, justement, on s'est vidé des deux bouts d'une certaine façon. Comme je dis, ça, c'est ce que on l'imagine, on le voit très bien à la page 130, mais j'aimais bien vous montrer ici. Donc, les symptômes, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, c'est sûr, l'isolement, hein? La gastro, lorsque vous avez fait peut-être le module infection-contamination, vous avez appris, hein, c'est un isolement de contact et même gouttelette maintenant, si je me trompe pas, pour être sûr que lorsque des vomissements, on met en quarantaine, on va se laver les mains. Ça va être important des fois de réhydrater tranquillement, bien sûr, la personne avec différentes solutions. Par exemple, ici, j'ai écrit du Pédialyte, là, mais c'est une marque, mais ça peut être n'importe quoi de prescrit ou de préparer, hein, du Pédialyte maison en passant. Il existe des recettes qu'on peut faire à la maison. Diète sans fibres, sans produits laitiers, en petite quantité. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est des produits qui favorisent le fait d'aller à la selle. Ben, on n'a pas de besoin, hein, ils vont déjà assez bien. Décompte des selles et le vomissement, on veut savoir combien de fois, la quantité, du repos et prendre soin de la région anale parce que souvent, il peut y avoir de l'irritation, très important au niveau des soins d'hygiène. On nous parle de complications qui est la déshydratation. Un petit peu ce qui est là, c'est ce que j'ai déjà dit, la diapo, il n'y a pas quelques instants. Peau, bouche et langue sèche, diminution d'urine, somnolence. Et oui, celle-là, j'ai vrai, je n'ai pas parlé. La diminution de la turgescence de la peau. C'est quoi ça? Ben là, on va faire un petit exercice très simple. Prenez votre main et venir pincer le dessus de la main. Et quand vous allez relâcher, ben la peau va se replacer. C'est ça, une bonne turgescence de peau, c'est une bonne élasticité. Mais lorsque les gens sont déshydratés, ben on fait ça, puis souvent, ça va rester comme plié comme ça. L'exemple, ben vous pourrez peut-être voir avec auprès de vos personnes âgées, des fois, tu sais, on les tourne, puis on dirait que nos doigts restent incrustés. Ben, c'est souvent un signe de déshydratation. Hydrater la peau et offrir de l'eau et un liquide réhydratant. Un petit commentaire. Lorsqu'une personne va être en réhydratation, d'aller pas y donner un grand verre d'eau parce qu'il a soif. Il va peut-être ressortir aussi vite ce fameux verre d'eau-là. Donc, pour ça. On nous parle ici maintenant des ulcères. Les ulcères gastro-intestinales. Ce que ça fait, un ulcère, c'est très simple. C'est comme si la paroi est en train de se détruire, comme on le voit ici, hein, une paroi saine. Et là, regardez ici, on a vraiment une paroi où ce que là, il y a un trou, carrément. Et là, ben, les bactéries peuvent se mettre là-dedans, mais aussi l'acidité qui peut s'embarquer, puis là, avoir une inflammation et des types infectieux. Fait que c'est ça ici, les ulcères de l'estomac. Ce qu'on va avoir comme observation, hein, ça brûle, hein, ça chauffe, mal au ventre, même un peu des nausées et vomissements. Puis là, ben, c'est tellement irrité, hein, qu'on peut cracher ou vomir du sang. Puis c'est tellement irrité, ben, que le sang, ben, ce qu'il fait, il continue de l'autre bord, puis il va sortir à la fin avec des mélénas, donc du sang dans les selles. Donc ici, des symptômes, qu'on parle de douleur gastrique, donc douleur au ventre, après un repas. Je ne me rappelle pas exactement si y a-tu des repas plus un que l'autre. C'est sûr et certain que si vous mangez plus épicé, plus votre corps doit créer un peu plus d'acidité pour éliminer. Fait que c'est sûr et certain que dans certaines alimentations, peut-être que ça va être plus difficile. D'ailleurs, ces gens-là, souvent, on va leur donner des traitements pour réduire justement l'acidité là, de type Pentaloc, par exemple. Des brûlures avec les reflux gastriques, acides, des nausées, vomissements, de l'hématémèse, comme on a parlé, vomissement de sang, du sang dans les selles, puis une diminution de poids. Pourquoi? Ben, regardez, c'est simple. La personne, elle mange, elle a mal, c'est souffrant.
ben une personne normale va dire ben je mangerai plus, ça me fera moins mal. Fait que c'est pour ça, c'est une perte de poids puis une perte de l'appétit là. Donc prendre des petits repas, manger lentement, éviter les aliments irritants, donc épices, café, les aliments acides. Par exemple, je pense que le jus d'orange c'est très acide, le tabac, l'alcool. On va dire qu'on va augmenter la taille de lit à 30%. On va aviser l'infirmière si on voit qu'il y a du sang dans les selles ou en vomissement. La problématique dans une des complications importantes dans le cas de l'île gastro-intestinale, c'est que ça perce. Donc, il y a une perforation, qui veut dire une hémorragie. Et si ça perfore, ben tout le liquide à l'intérieur s'en va dans le péritoine, qui est la couche protectrice du ventre, pour amener à une péritonite. Fait que ça, là aussi, c'est pas très, très agréable. Ensuite, précaution, ben, un petit peu aliments sans irritant. Je ne parle un petit peu de plus petits repas, demeurer assis, des produits laitiers qui pourraient apaiser un petit peu. Éviter de fumer ou de consommer de l'alcool. Drainage de liquide gastrique et des gaz pour diminuer la distension, donc les ballonnements. Et s'il y a un tube nasogastrique, donc c'est un tube qu'on a rentré dans le nez qui s'en va dans l'estomac. Ça va être important de mesurer et observer les caractéristiques du liquide drainé. Il se peut qu'on fasse un ingesta-excreta. Ingesta-excreta, c'est qu'on calcule ingesta, ce qui rentre et ce qui sort. Donc, la personne, elle a bu un verre d'eau, ben elle en a sorti l'équivalent d'un verre. C'est ça qu'on va aller vérifier. Okay? On pourra le voir ça plus tard dans une compétence 13 ou peut-être vous allez l'avoir vu en milieu de travail. C'est possible aussi. Ensuite, à la page 134, on parle des hépatites. Et là, je veux juste, dans le document, dans le classroom, j'ai mis un document qui traite un petit peu de toutes les hépatites. Est-ce que c'est tous ceux qui existent? Ça, je pourrais pas vous dire. Mais je vous demanderai pas de reconnaître toutes les formes d'hépatite. Mais ce qu'on sait ici, on en a mis 3. Hépatite A, on parle de fécal-oral, donc au niveau de la contamination. L'hépatite A, ça me fait penser un petit peu à si vous allez dans le voyage, dans le sud, avec les aliments contaminés, les glaçons. L'hépatite B, c'est le plus commun. On se fait d'ailleurs vacciner dans le domaine de la santé contre ça pour justement les liquides corporels. Et l'hépatite C, c'est des choses souvent au niveau des toxicomanes. On parle de l'hépatite C due au sang avec des partages d'aiguilles ou de matériel contaminé. Les hépatites causées par l'abus d'alcool et les médicaments ne sont pas contagieuses. Vous allez voir qu'il y a des hépatites. Ça se peut que vous revenez de voyage puis on vous diagnostique une hépatite. Hépatite qui veut dire inflammation du foie. Mais si t'es allé en République dominicaine puis t'as fait la rumba puis tu buvais tout le temps du matin jusqu'au soir, ton foie est pas fait pour avoir ça nécessairement. Fait que c'est sûr certain que c'est un petit peu plus difficile. Un autre petit document ici qui explique un peu peut-être les hépatites, la transmission, l'incubation, les symptômes. Donc vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai mis un petit document à l'intérieur du livre, de la plateforme Classroom. Ici, on parle donc des observations qu'on va avoir, des signes et symptômes, donc l'ictère, jaunisse, le pancréas, le foie, pardon, qui est plus distancé, de la diarrhée, une perte d'appétit, une urine foncée, faire de la fièvre. Même souvent, on va ressembler à certains symptômes grippaux, du prurit. Et ici, on nous parle de douleurs articulaires. Un peu vraiment comme une bonne grippe, là. Fait que souvent, les symptômes d'hépatite A, par exemple, s'apparentent beaucoup à la grippe. Donc, dans les symptômes d'allure grippale, j'en ai parlé, de la fatigue, céphalée, fièvre, une perte d'appétit, nausées, vomissements, perte d'appétit. Ah, tu vois, 2 fois, ils l'ont vraiment voulu. Démangeaisons, l'ictère au niveau de la peau, donc ils deviennent jaunes, puis des selles et urines plus foncées. Ce qu'on va aller chercher, c'est sûr certain, favoriser le repos, un bon soutien dans les heures vécues. On va analyser la coloration des selles et des urines. On va dire, c'est donc bien bizarre. Ben oui, faut aller voir, faut aller regarder de quoi ont l'air les selles puis les urines, puis d'aller le mentionner à notre infirmière parce que ça fait partie d'une observation à avoir. Lavage des mains, très important. OK, parce qu'on va parler de précautions additionnelles. Les cas d'hépatite, on risque de les mettre en isolement. Fait que c'est sûr et certain qu'on va en parler. Absence de contact avec les liquides biologiques. Que ce soit en ISO ou autre, là, on s'entend que c'est une règle standard de base. Diète faible en gras. Pourquoi? Ben, hépatite, foie. Foie égale gras, fait que ça marche pas bien. Et on va faire une bonne hydratation de la peau.
Une des complications dans le cas de l'hépatite, c'est la cirrhose. Hein? Le foie, il est plein de cicatrices, il n'arrive plus à fonctionner normalement. C'est ce qu'on va appeler vraiment une problématique qui va amener de la fatigue, l'ictère étant de jaunisse, acide étant du liquide dans la bédaine, on les a retirés, et un risque d'hémorragie, donc le foie se met à saigner. C'est pas agréable. OK, ici, on voit l'acide, donc liquide, et les exemples de jaunisse ici un peu plus haut. OK? Et souvent, même, c'est tellement volumineux, l'acide, là, que ça fait une pression sur les poumons et on a de la misère à respirer. J'ai mis d'autres documents qui peuvent être intéressants parce qu'on a vraiment fait le tour des maladies du livre, mais d'autres maladies, vous allez entendre parler qui sont assez communes. Donc, la première, hein, je vous en ai parlé, les reflux gastriques. Il y en a beaucoup là, qui ont des nausées, hein, que ça fonctionne pas bien. Ben, c'est souvent, comme je disais tantôt, juste relié au petit fermoir ici, qui laisse passer, puis que l'acide, ça remonte. C'est pas très agréable. Donc, les gens vont avoir des brûlures d'estomac, mal de ventre. Ils n'ont pas faim. Tu le sais, je mange, puis ça me fait mal, je mangerai pas. Puis jusqu'à des nausées et des vomissements. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va les faire s'asseoir en 90 degrés pour justement une bonne digestion. Éviter les exercices après les repas, parce que souvent, ça vient faire sortir un peu plus. Rester assis 30 à 60 minutes après le repas. Pas coucher à plat, donc pour la digestion. Éviter de boire en mangeant. Prendre des petits repas. Manger très lentement. Éviter le tabac, qui est très dur sur l'estomac. Éviter les irritants, épices, café, tout ce qui est acide, tabac, alcool. Un peu comme on en a parlé dans les cas d'ulcères d'estomac. La tête de lit levée, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une bonne digestion. Et un décompte nutritionnel. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Souvent, les gens refusent de manger. On va peut-être faire des bilans alimentaires aussi, qu'on peut appeler. Donc, pour ça. Une autre problématique, j'en ai parlé rapide, hein, on a vu que c'était une complication d'ailleurs de l'hépatite, la cirrhose, qui est vraiment, donc là, si vous regardez le foie, comment il est magané ici, là. Donc là, c'est comme du tissu cicatriciel, là. Il est vraiment, il en a pris pour son argent, mettons. Hein? Donc, c'est vraiment la fonction aussi qui va perdre sa capacité de fonctionner normalement, là, de ce côté-là. Donc, dans les cas de cirrhose, fatigue et fièvre, ça va nous piquer. Étonnamment, les sels biliaires déposés dans la peau vont amener du prurit, des ictères, jaunisse, nausées, vomissements, perte d'appétit et toujours un inconfort et augmentation du volume abdominal, donc la bédaine. Ça va gonfler. Pour ça, manifestation beaucoup plus avancée, on parle de confusion, de l'acide qui peut être justement amener de la pression. Regardez la grosse bédaine, de l'édème, hein, des l'enflure, des ecchymoses faciles, hein, de la peau comme ça, puis des angiomes stellaires qu'on appelle hémorroïdes, varices œsophagiens. Donc, des petites veines qui vont éclater. On peut voir ça comme ça. Dans les cas de ce côté-là, on va vraiment voir une restriction de liquide. Hein. On veut calculer ce qui rentre versus ce qui sort. On va le peser. Les patients vont être pesés régulièrement. On veut savoir, y a-tu trop de liquide? Faut que ça sorte, ce liquide-là. Diète sans sel. Le sel, on sait, ça provoque une rétention d'eau. Fait que c'est sûr qu'ils vont en avoir. On va couper ça. Riche en glucides et protéines. Diminuer en gras. Parce que le foie fonctionne pas bien. Si on rajoute du gras en plus là-dessus, c'est pas agréable. On va aller vraiment à l'important d'aller inspecter la peau. Hein. Vous avez vu que juste avant, on a parlé des petites varices, des petites choses. Fait qu'il faut aller voir ici qu'est-ce qu'on va le voir au niveau de la peau. Les signes vitaux, ça c'est le cas à domicile. En passant, les signes vitaux, c'est prêt avec une machine automatique maintenant. Assez facile à faire. Éviter les efforts, favoriser l'amplitude respiratoire, donc des bons mouvements respiratoires, que la personne va faire une amplitude de la cage thoracique. Surveiller l'apparition du sang dans les selles ou les ecchymoses. Surveiller s'il prend bien ses médicaments. Et on verra un peu plus tard que votre rôle à vous ici est important parce que vous allez être autorisé à aider la personne à prendre sa médication. Il y a certains termes qu'on verra plus tard. Puis le décompte nutritionnel, voir s'il mange bien. Ensuite, une autre chose qu'on entend énormément parler, comme je vous parlais tantôt, les pierres au foie, ou appelées les cholélithiases, ou faire une cholécystite, qui est une crise de foie. Fait que, en gros, là, c'est vraiment des problématiques. Fait que les cholélithiases, cholé qui veut dire
Foie et lithiase, c'est des pierres. Donc, les pierres au foie. Donc, c'est les garnottes qu'on voit ici. Puis une cholécystite. Cholé, c'est la vésicule biliaire. Et cystite, une inflammation de la vésicule biliaire. Fait que ça, donc, de ce côté-là. OK. Donc, c'est ce qui est ici. Donc, dans les pierres au foie, s'il y en a qui en ont fait, c'est quand même assez commun là, chez les gens. Donc, des douleurs abdominales, nausées, vomissements, ça pique, fièvre et souvent l'ictère de la peau. Ictère de la peau et excréments. Parce qu'il y a un moins bon... Ah oui, OK, parce que justement, les excréments, là, j'aurais dû l'écrire différemment, mais ça, on va être des fois plus pâle. Là. La peau va être blanche, jaunâtre, mais les excréments vont en changer de couleur. Reste NPO, ça veut dire ne pas prendre rien par la bouche dans les phases aiguës, donc lorsque la personne c'est en pic. Diète diminuée en gras. Aider pour les AVQ. On va hydrater la peau si ça pique. On va vérifier les couleurs des selles, des urines, puis aviser l'infirmière toujours s'il y a des anomalies, là, si c'est pas normal. Et on va aller aussi avec un bilan ingesta, excréta. Donc, on calcule les liquides. Habituellement, souvent même cette problématique-là, souvent c'est les gens qui vont dire, qui vont se faire des plaintes. Puis souvent, ça arrive assez rapidement. Puis c'est un traitement qui est habituellement une chirurgie d'un jour, là, en passant, ou par l'aparo, on va aller enlever la fameuse vésicule biliaire. Et là, j'entends déjà des gens dire, ouais, mais Pascal, si moi j'ai plus de vésicule biliaire, qu'est-ce qui arrive? Sachez que votre foie, qui est juste en haut, produit de la bile. La vésicule biliaire, c'était comme un peu un entrepôt de bile d'une certaine façon. C'est que s'il y en avait trop, il y a stocké là. Mais habituellement, il y en a pas assez d'utilisé. Fait que là, ça se sédimente, ça devient solide et c'est ça que quand ça ressort, ça peut faire mal. Fait que la vésicule biliaire, je vous dirais un peu comme l'appendice, c'est une partie du corps qui pourrait être facilement retirée sans problématique en tant que telle. C'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, ça vient jouer, mais moi, je connais beaucoup de personnes qui se l'ont fait enlever puis que leur alimentation n'a pas changé nécessairement. Fait que pour ça. Une autre problématique. On en a parlé un peu dans le système nerveux. Des gens qui ont des difficultés avec la dysphagie. Donc, des difficultés avec l'alimentation, donc au niveau d'avaler. Ici, on a mis un petit lien YouTube là, pour une petite vidéo. Je vous inviterai à aller regarder. Lorsqu'on parle de dysphagie, c'est vraiment une difficulté avec la déglutition. D'ailleurs, on va souvent même des fois épaissir certains liquides pour éviter que le liquide s'en aille dans les voies respiratoires. C'est ça le problème. Je vous ai dit qu'il ne peut pas avoir rien de liquide ou de solide dans les voies respiratoires, mais c'est pas grave s'il y a de l'air dans l'estomac. Ça donnera des gaz ou des héros. OK? Fait que c'est ce qu'on vous dit. Donc, vraiment une anomalie au niveau du liquide. Fait que souvent, faut faire quelque chose parce que, justement, on va épaisser les liquides ou ces choses-là. Et on va même aussi, des fois, on va devoir changer la texture. Ici, là, ce que j'amène, cette image-là ici, très intéressant, c'est que des fois, les gens vont avoir à manger en purée parce que, justement, le niveau de la déglutition, les dents se font pas bien, mais le look purée, là, ça paraît tellement drôle. Fait que ici, il y a des gens qui ont mis en place des choses pour donner un look différent. Fait que là, regardez ici, on voit vraiment comme du poulet, du brocoli, des morceaux de carottes, des petits pois. Mais tout ça, là, c'est de la purée, là. Fait que, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, on s'entend que le look, Colin, tu dis, hey, le look, il est pas mal mieux que deux bouts, une boule blanche, une boule brune puis une boule verte, là, ensemble, là. Fait que, tu sais, ça paraît pour beaucoup. Puis là, regardez des fois au niveau de la texture ici. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix. Il faut changer, mais la présentation, souvent, joue pour beaucoup. Vous allez me dire, c'est vrai, dans les centres, c'est pas toujours le cas. On n'a pas beaucoup de difficultés, mais on essaye maintenant. Et moi, je commence à en avoir un peu plus au niveau des maisons, des familles là, qui veulent changer. Au lieu d'un CHSLD qui va s'appeler la maison des aînés, on va essayer de changer un petit peu le look puis les habitudes des gens. Pour justement, en parlant des difficultés d'alimentation, il y a des petits trucs à faire. La première, une des choses principales, c'est une ambiance calme. Hein? On veut que ça soit calme, ça soit pas distrayant, pas de télé, pas de musique. Des fois, si la famille est là, on sait que ça peut les rendre plus fébriles, qu'on essaie d'éviter. Un bon positionnement, ça va être important, bien les positionner en 90 degrés, bien assis, de respecter la diète. Ben oui. Mon patient mange en purée, puis je reçois un repas qui est normal. C'est pas normal, donc informez-vous comme il faut.
Surveiller les mouvements de déglutition. Quand on voit que la pomme d'Adam ici, ça bouge, là. Tu sais, en dessous de la gorge, on le voit un mouvement. Assurez-vous qu'il a bien avalé, là, qu'il s'accumule pas de la nourriture comme des petits hamsters dans la bouche, parce qu'à un moment donné, le risque d'étouffement est bien plus grand, là. Être attentif aux voix, donc le risque de dépôt alimentaire sur les cordes vocales. Faire déglutir à sec pour assurer le nettoyage buccal entre les bouchées, pour pas qu'il en reste, mettons. Ne pas utiliser de liquide pour nettoyer la bouche tant que les aliments n'ont pas été déglutis, parce que justement, le liquide pourrait justement les amener à amener de la nourriture dans les voies respiratoires. Manger des petites quantités à la fois afin d'éviter la fatigue. Être bien assis, ça c'est important pour tu sais, un bon positionnement. Tu sais, quand on mange, nous, là, on mange pas couché, hein. Fait qu'on d'être bien assis, même si la personne est au lit. Donc, on va venir vraiment bien la positionner dans son lit. Là, ici, on voit vraiment pratiquement un 90 degrés. Hein. Ben, moi, je me dis, tu sais, quand moi, je mange, je suis pas tout évaché, hein, je suis pas tout croche. Fait que je vais vraiment être assis comme il faut. Donc, questionner les positions en général, vraiment au niveau du menton plus bas. Tu sais, des ustensiles ou de la vaisselle adaptée aux besoins. C'est pas possible. Moi, par exemple, j'aime bien faire un petit exercice. Tu sais, ça a l'air anodin, vous allez me dire, mais si vous avez la chance d'aider votre tu sais, pour ceux qui ont des enfants, vous l'avez déjà fait, j'en suis sûr, mais tu sais, sinon, des fois plus vieux, aider nos enfants, c'est pas pareil. Au niveau de l'alimentation, une chose très simple, tu sais, juste le fait de les aider. Je sais pas vous autres, moi, mes enfants, avant que ça soit chaud, ben, je soufflais dessus. Puis des fois, j'y goûtais pour savoir. Mais tu sais, je peux pas faire ça avec un patient, là. Fait qu'on va trouver d'autres choses. Par exemple, mettre la nourriture sur l'avant-bras, voir si c'est chaud. Mais tu sais, on peut pas souffler dessus là, avec les bactéries, là. C'est pour ça. On nous dit ici, 50% des problèmes pourraient amener avec une alimentation entérale. Ça veut dire vraiment un tube qu'on pourrait venir mettre dans le nez. Justement, dû à certaines problématiques. Ça, j'en ai parlé, donc du bon positionnement. Une autre problématique, l'appendicite, j'en ai parlé, hein. C'est vraiment l'inflammation de l'appendice, la petite partie au bout de l'intestin. Donc, ça se forme une occlusion. Puis c'est souvent là, justement les selles qui ont durci qui sont accumulées là. On va procéder donc à une appendicectomie. Donc, on va enlever l'appendice. Chirurgie là aussi mineure, chirurgie d'un jour, qui peut être faite dans la même journée si toujours pas de complications. La personne peut sortir le soir. Donc, la décubitus latérale gauche soulage souvent un peu la douleur. Donc, coucher sur le côté peut soulager. Avant la chirurgie, donc rien par la bouche, position latérale gauche, donc tourner sur le côté. En chaîne fusil, c'est un petit peu comme ça ici, ou en cuillère. Jamais de chaleur sur le ventre, parce que souvent la chaleur peut amener une augmentation des tissus, des vaisseaux sanguins, puis peut-être un risque d'hémorragie. Après la chirurgie, donc après la salle d'op, un lever précoce, donc on veut qu'ils se lèvent rapidement, les aider dans leurs AVQ, la mobilisation, diète progressive, donc ils vont commencer à manger. Moi, en connaissance de cause, je connais quelqu'un qui a été opéré, puis le soir même, il avait tellement faim, il avait mangé son plat, puis il avait encore faim, ils ont donné un autre sandwich qu'il y avait au commun. Fait qu'ils ont dit, parfait, tu t'en vas chez vous. Il était vraiment en forme. Aviser l'infirmière quand il y a la reprise des selles, donc quand elle retourne à la selle, parce qu'on sait qu'il y a une élimination qui doit être faite là. Ensuite, un hernie. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça, des fois de certaines hernies ombilicales chez les enfants. Une hernie, c'est une partie de l'intestin qui ressort de la paroi. Donc, des fois, ça arrive même des gens qui ont une vésicule biliaire. Souvent, les personnes un petit peu plus âgées ont subi une chirurgie, puis la vésicule biliaire, ils l'ont enlevée, mais ils ont allé à l'ancienne. Là. Avec la chirurgie, ils ont ouvert les muscles pour, justement, mais après ça, avec les poings, ben lorsque de refermer, ben il y a un organe qui s'est faufilé, mettons, à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que c'est pas normal. L'organe a sorti de sa cavité habituelle. Qu'on voit différents types d'hernies. Chez les garçons, souvent, il peut y avoir un hernie dans les testicules. Un hernie inguinale, par exemple, qui va être apparent dans le testicule. Donc, j'ai dit, c'est une sortie d'un organe ou une partie. Elle peut être causée, donc c'est ça, des fois de la toux, hein, toux chronique, des efforts répétés, les tissus, comme j'ai dit, abdominales qui ont comme lâché, mauvaise cicatrisation, comme je disais. Les complications, ben une hernie étranglée, c'est que là, l'hernie est sortie dans un petit trou, puis là, ben le trou, il est trop serré, fait que là, à un moment donné, il fait une pression sur l'organe, puis après ça, il pourrait avoir une nécrose, donc une occlusion intestinale.
Aviser donc s'il y a des changements au niveau de la masse. Donc, si l'hernie change de look d'une certaine façon. Éviter de faire tout forcer ou de tousser le patient parce que ça fait une pression. Puis de le dire s'il n'y a pas de sel. Si on voit différentes formes d'hernie, OK, ici, le classique chez les gens. On voit ici, regardez là. Je sais pas si vous remarquez comme il faut, mais il y a comme une chirurgie thoracique. Puis là, regardez au même moment où est situé l'organe qui est sorti. Fait que pour ça. Donc, pour ça, les symptômes, présence d'une masse molle en position debout parce qu'il y a une pression qui est exercée, un inconfort, nausée, vomissement, et si l'hernie est étranglée, puis une absence de sel si lorsqu'il y a un blocage qui est fait. Il existe différents types. Souvent, c'est une bande qu'on va installer qui va venir faire un support à l'hernie, qui va venir retenir pour faire comme une genre de pression pour éviter qu'elle ressorte d'une certaine façon. Une autre chose, les fameux hémorroïdes. Un hémorroïde, c'est une partie des veines qui vont ressortir par le rectum. Donc, des hémorroïdes qui peuvent être internes ou externes, donc visibles. C'est sûr ici, c'est pas très, très joli. Ce qu'on dit, mettons, on va le trou de cul en chou-fleur. Donc, vous allez le voir au visuel. Ce sont des veines donc, qui sont vraiment dilatées au niveau de l'anus puis du rectum. Les hémorroïdes internes ne sont pas visibles souvent, mais ils peuvent sortir après un effort de défécation, donc quand elle va aller aux toilettes. Dans les symptômes, ce qu'on va avoir, ça fait mal, douleur lorsque la personne va à la défécation, donc va à la selle, des saignements ou rectorragie, donc c'est les saignements, les hémorroïdes, saignent, ça pique aussi. Ce qu'on va faire, on va avoir une diète riche en fibres. Cette fois-ci, on veut que ça sorte facilement. Fait qu'on va donner des fibres, on va donner de l'eau, une bonne hydratation. On va encourager les exercices parce qu'on veut justement qu'ils fassent un peu d'exercice. Le mouvement, le péristaltisme, là, c'est le mouvement que le corps fait pour sortir les choses. Donc, c'est un mouvement naturel du corps. Mais comme tout exercice, c'est des muscles. On peut vous donner des bains de siège. Malheureusement, je n'ai pas d'image d'un bain de siège, mais c'est vraiment un bassin où on va venir insérer un liquide puis qu'il va y avoir un nettoyage qui va se faire. Une bonne hygiène anale, très important au niveau de l'hygiène, puis aviser si on voit qu'il y a des saignements. Parfait. Une autre maladie qui est très commune, qu'on entend peut-être parler un peu plus, la fameuse maladie de Crohn ou les colites ulcéreuses ou les MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou les maladies inflammatoires de l'intestin aussi. Différents noms qui veulent tous dire la même chose. Ce sont vraiment des atteintes au niveau de l'intestin, donc surtout avec certaines problématiques qui peuvent être amenées de ce côté-là. Donc, vraiment, c'est les gens qui font des gros mal de ventre, des trucs comme ça. Ici, je vous inviterai à aller voir ces deux petites vidéos-là. Pour un visuel, on va vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on peut voir, comment que la personne peut se sentir avec des maquis ou des MII, pardon. Mais qu'est-ce qu'on va avoir dans ces cas-là? On va avoir des mal de ventre, des crampes, une grande fatigue. Les gens vont faire peut-être même un peu de fièvre, de l'anémie, rectorragie ou de l'irritation. Donc, tu sais, ça va faire mal. Puis des diarrhées avec des traces de sang, sensation d'avoir toujours envie. Donc, le fait de la ténesme qu'ils appellent. Tu sais, ils vont, puis ils font juste un petit peu, puis ça sort pas. Ici, on parle de sel glaireur à gauche, puis plus normal à droite. Fait qu'on voit que c'est comme très visqueux, mettons. Suite à la maladie de Crohn ou autre, les MICI. OK? Dans les cas de colite, toujours en même temps, qu'est-ce qu'on fait comme symptôme? On va aller changer une alimentation. Là, on va la diminuer en fibres, mais on va l'augmenter en protéines. On va aviser s'il y a des signes de déshydratation, favoriser une bonne hydratation, décompte des sels, bonne hygiène anale. Regardez ici, en passant, c'est ça le bain de siège, où on met une solution puis qui va venir nettoyer à l'intérieur. Suivi des apports nutritionnels, donc qu'est-ce qu'ils mangent? Suivi du poids, s'ils ont bien mangé. Un bain de siège, comme ici, ce que je vous ai montré. Et crème barrière à la région anale, donc pour aller protéger justement la personne de ce côté-là. Ensuite, une occlusion intestinale. Donc, c'est vraiment là, c'est bloqué, là. On parle vraiment d'un blocage des intestins, puis là, regardez différents types de blocages, là. Une compression, une masse ou ces choses-là. OK? Fait que ici, on regarde ici, voilà une occlusion. C'est bloqué un twist aussi
ça se bloque, hein, différentes façons, un blocage des intestins. Fait que, encore la même chose, douleur abdominale, diminution de l'absence du péristaltisme, des vomissements. Puis là, ici, on est un petit peu plus avancé. Vomissements, parfois fécaloïdes. Donc, le corps, les selles doivent être éliminées du corps. Si malheureusement, ça sort pas par en bas, ben ça va prendre l'effet contraire et aller sortir par en haut. Fait que ça, c'est un peu dégueulasse, mais c'est relié à un blocage. Donc, c'est bloqué en bas, faut que ça sorte. Avec un petit peu au niveau du ballonnement. Donc, des soins, ben, c'est ça, avant la chirurgie, rester à jeun. On va installer un tube nasogastrique, un tube dans le nez, pour justement éviter que ça fonctionne, avoir des problématiques. Décompte de vomissement, tête de lit, vider le sac de levine. Donc, le levine, c'est qu'il va avoir une poche au bout, position semi-assise, puis une hygiène de bouche, très important. Un cancer ici qu'on vous parle, assez commun, on entend parler un petit peu plus, là, le cancer colono-rectal. Ici, j'ai certains chiffres, là. OK? En moyenne, chaque jour, 25 Canadiens mourront d'un cancer colono-rectal. Donc, c'est quand même une problématique assez importante. Puis, on regarde ici qu'il touche autant de femmes que d'hommes. Là. C'est assez commun. Donc, ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil, là. Vraiment, c'est un cancer. C'est une masse dans le côlon qui amène des blocages ici. Hein. On voit vraiment que c'est des tissus qui n'ont pas d'affaires là. Comme toute forme de cancer. Hein. Les manifestations, ben, ils vont avoir un mal de ventre, des nausées. Des fois, ils vont même être asymptomatiques pendant un bout, là. Puis après ça, ben là, c'est ça. Des constipations, changement des selles, vomissements. Ils vont perdre du poids, hein. Ils vont avoir des selles avec du sang. Puis ils vont être ballonnés. Vraiment, il y a un blocage qui va se faire. D'accord? Donc, on a vraiment fait le tour, hein, sur ce qui peut être vu comme maladie. Je vous rappelle encore là qu'il y a des maladies qu'on a vues qui sont plus communes, des maladies avec des surplus. Donc, je vous inviterai à jeter un coup d'œil à toutes ces choses-là et de pas vous gêner de réécouter la capsule si vous désirez revoir des choses, mais toujours basé, inspiré de votre guide CEMEC, la partie de la page 127, je vous dirais jusqu'à la page 151, si je me... C'est ça. Donc, 100... Non, même pas un petit peu plus loin. 153. Donc, qui porte sur la chapitre 4. Donc, sur ce, merci et bonne écoute.